Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac Naturel. Deuxième partie de ce chapitre conception d'un bac naturel, le décor. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout particulièrement à remercier Béaqua et Aquaportail qui sont des sources d'informations non négligeables. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Béaqua et sur Aquaportail, à vous inscrire et à participer. Alors dans cette vidéo, nous allons donc aborder plusieurs points importants pour continuer à concevoir votre bac naturel. Premier point, rappel sur l'introduction des éléments naturels à introduire dans votre bac. Deuxième point, les différents types de bois et les racines à utiliser. Troisième point, les feuilles d'arbres à utiliser. Quatrième point, identifier le feuillage et le bois. Cinquième point, les tanins et leurs propriétés. Sixième point, les différents types de roches et de pierres. Et enfin, septième point, les plantes idéales en aquariophilie naturelle. Commençons par le premier point, je vais faire un rappel sur l'introduction des éléments naturels dans votre bac. Bien entendu, avant tout, vous pouvez acheter des feuilles, des racines, toutes sortes de choses naturelles qu'on peut trouver sur Internet, mais également dans les animaleries et pour des tarifs quand même assez bas. Donc les feuilles, vraiment en général, c'est vraiment pas cher et on peut en trouver un peu partout. Maintenant, ce qui concerne les prélèvements. Demandez quand même l'autorisation en donnant les quantités que vous comptez prélever, ne dépouillez surtout pas la nature. Les autorisations, vous savez à qui vous adressez maintenant. Vous allez soit en mairie ou soit à l'ONF, c'est-à-dire l'Office national des forêts, et demander une autorisation en disant quelle quantité vous souhaitez prélever et a priori, on ne vous refusera pas pour si peu. Autre chose concernant les prélèvements, ne prélevez pas dans les villes ou à proximité des cultures, parce que vous vous exposez à de la pollution et vos prélèvements risquent d'être contaminés par des produits toxiques. Si vous habitez un petit village, assurez-vous quand même que les arbres n'ont pas été traités et notamment contre les chenilles avant de prélever, parce que là effectivement vous allez intoxiquer vos poissons et vos invertébrés. Voilà, ce sont des petites recommandations que je vous fais qui paraissent évidentes, mais étant donné qu'on introduit des éléments naturels, le but étant vraiment de ne pas contaminer nos animaux et d'avoir justement des éléments sains. J'entends par sain aucun produit chimique, aucun produit toxique. Dernière chose concernant ce rappel, on ne lave rien du tout. En aquariophilie naturelle, on ne lave rien. Voilà, c'est une règle, puisque justement vous allez introduire des bactéries et de bonnes bactéries, vous allez aussi alimenter votre microfaune et bien évidemment si vous faites bouillir, si vous lavez, eh bien c'est le début du dépérissement, c'est-à-dire que vous allez enlever des bactéries et vous allez enlever aussi de la nourriture pour votre microfaune. Donc n'ayez pas peur, vraiment. L'aquariophilie naturelle est quelque chose qui a fait ses preuves maintenant aujourd'hui. Alors même si ça n'est pas très répandu, même si ça n'est pas très connu, faites-le sans aucun risque, sans aucune inquiétude. Il ne faut surtout pas vous comparer en aquariophilie naturelle avec l'aquariophilie dite classique. Je le redis, nous avons un système bactérien assez fort. Il n'est pas affaibli par des médicaments, par des produits chimiques, contrairement à l'aquariophilie classique. N'ayez aucune crainte. Vous avez aussi les tanins qui sont là pour protéger l'environnement et pour justement lier tout ce qui est métaux lourds et vous protéger contre des germes qui pourraient être mauvais. Donc si vous respectez ces règles, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir de très bonnes bactéries dans votre bac et les défenses immunitaires de vos poissons et de vos invertébrés ne feront qu'augmenter. Contrairement à l'aquariophilie classique où justement on va tout aseptiser et où justement vous allez rendre vos poissons et vos invertébrés vulnérables. Parlons du bois. Alors, vous allez pouvoir utiliser des racines et des branchages naturels que vous pouvez vous procurer donc en magasin notamment. Alors, le commerce aquariophile vous propose plusieurs types de bois. Vous avez donc le bois de tourbière qui donne des branches ou des racines souvent brunes, rougeâtres. Elles sont assez acides et elles donnent en général une coloration brune à l'eau et c'est parfois un très très bel effet. C'est souvent recherché par certains aquariophiles entre autres. Vous avez aussi les racines de mangrove, les racines de Malaisie, donc qui donnent des racines aux formes un peu souples. Elles sont plutôt brunes ou dorées. Elles colorent et acidifient un petit peu l'eau aussi, mais moins que le bois de tourbière. Et puis vous avez aussi l'opua ou le mopani. Ce sont des bois très denses qui sont contournés, torturés, mais celle-ci, enfin ce bois-là ne teint pas l'eau. Alors évidemment, ça c'est si vous n'avez pas le choix. Si vous avez la possibilité de vous rendre en milieu naturel, alors je vous conseille de prélever avec autorisation, bien évidemment, du branchage mort de chêne, de charme, de hêtre, de châtaignier ou d'aulne.
je vais vous mettre à disposition plusieurs outils qui vont vous permettre de ne pas vous tromper, de savoir quel type de branchage et de feuillage vous avez, c'est-à-dire à quel arbre il correspond. Pour cela, rendez-vous en forêt, vous prélevez sur le sol de vieux branchages, veillez à ce qu'ils ne soient pas pourris non plus, c'est-à-dire qu'ils ne s'effritent pas. Vous pouvez aussi prendre du bois immergé dans l'eau d'une mare, d'un étang ou d'un lac, mais en tous les cas, pour le branchage que vous prendrez, que ce soit au sol ou dans l'eau, veillez tout de même à ce que le branchage soit dur et cassant. Alors j'insiste aussi sur une chose, surtout pas de bois vert. Évidemment, vous ne prélevez pas sur un arbre. On ne prélève pas sur les arbres, c'est hors de question. On prélève au sol, toujours au sol. Pas de bois vert. Pourquoi? Parce qu'il contient de la sève qui est toxique pour nos poissons et nos invertébrés. Alors pour vérifier que votre bois est bien mort, vous essayez d'en sectionner une partie. S'il se casse, c'est ok. Si vous constatez qu'il s'est cassé mais qu'il reste encore des fibres qui ont du mal à se détacher, eh bien ne le prenez pas parce que c'est-à-dire qu'il n'est pas encore bien sec et donc il contient de la sève. Et comme je viens de le dire, c'est qu'il n'est pas tout à fait sec encore et qu'il est toxique pour vos poissons et vos invertébrés. Autre chose aussi, surtout pas de bois résineux. On entend par résineux le pin, le sapin, l'eucalyptus, l'if. Voilà, donc ces arbres-là, on ne prélève pas non plus de bois en provenance de ces arbres. Pourquoi? Parce que ces bois contiennent des terpènes, donc qui sont des dérivés de la térébenthine. Et ce sont des hydrocarbures terpéniques, qui sont une classe d'hydrocarbures vraiment toxiques pour nos poissons et nos invertébrés. Donc on s'assurera lors des prélèvements, lorsque vous ramassez du branchage ou des racines, qu'il n'y ait pas de conifères tout autour. Si vous voulez être sûr de votre coup, regardez les lieux où il n'y a aucun conifère. Principalement, comme je vous le disais au tout début de ce chapitre, du bois donc de charme, de chêne, de hêtre, de châtaignier ou d'aulne. Alors concernant vos racines et vos branches, il est fortement probable que vous ayez affaire à un phénomène de flottaison. Il faudra du temps et parfois beaucoup de temps pour que votre bois s'imbibe complètement de l'eau de votre bac et finisse par couler. Donc je vous recommande de lester votre bois avec des pierres, c'est-à-dire que vous allez mettre quelques pierres sur votre bois pour qu'il puisse rester au fond, sinon votre bois va remonter et je pense que c'est ce que vous ne souhaitez pas obtenir. Il n'y a aucun problème avec ça, il suffit de bien constituer avant de remplir votre bac d'eau, de bien lester votre bois avec des pierres, soit avec du fil ou soit directement en faisant aux extrémités du bois des petits tas de pierres dans lesquels votre bois va reposer pour qu'il reste au fond. Alors après avoir introduit votre bois dans votre aquarium, vous allez peut-être voir apparaître au bout de quelques jours, peut-être au bout de quelques semaines, une sorte de dépôt cotonneux sur le branchage. Ne paniquez surtout pas, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait naturel. En fait, le bois contient des substances qui sont sucrées, c'est-à-dire que c'est une nourriture pour les bactéries. D'abord, le rôle bactérien est essentiel en aquariophilie naturelle. C'est un dépôt de bactéries cotonneux qui apparaît régulièrement lorsqu'on introduit nouvellement du bois dans un bac. Surtout si il s'agit d'un bois qui est quand même assez frais, c'est-à-dire que il est peut-être encore, alors il est sec effectivement, mais il est peut-être un peu humide parce que vous l'avez ramassé à l'automne. Bon, bien effectivement, vous allez voir ce petit tapis bactérien blanchâtre ou jaunâtre. C'est vraiment très cotonneux, ça peut avoir l'apparence de la ouate par exemple. Il s'agit en réalité donc d'un biofilm, et quand on parle de biofilm, quand on parle de ce type de dépôt, il est constitué d'organismes unicellulaires, qui n'est pas du tout dangereux. N'oubliez pas que les tanins sont là pour vous aider, et donc ce biofilm va apparaître et disparaître comme il est apparu, à moins qu'il soit dévoré par vos crevettes. Alors je pense principalement à la crevette à mano ou aussi à vos red cherry, petites crevettes qui vont s'en régaler. Mais non seulement, il y a aussi vos escargots et les ancistrus. Alors je vous conseille dans un aquarium dit naturel d'avoir cette population-là, parce que ce sont vos alliés pour l'équilibre de votre bac. Avoir des escargots, avoir des crevettes et un ancistrus, c'est important. Donc sachez que ce biofilm, ce dépôt cotonneux, c'est un caviar, c'est un mets de choix pour vos escargots, vos crevettes, vos ancistrus, qui vont s'en délecter, mais alors très rapidement. Donc voilà l'utilisation des feuilles. Alors vous allez certainement partir en forêt, et vous promener et ramasser quelques feuilles. Encore une fois, dès qu'il y a prélèvement en milieu naturel, je vous conseille de vous rapprocher de vos mairies ou de l'Office national des forêts pour demander une autorisation. Alors vous allez aller en forêt pour ramasser des feuilles, ne dépouillez pas la forêt de ses feuilles. Ne vous promenez pas avec un sac de 50 ou de 100 litres dans le but de le remplir. Les prélèvements, c'est quand même avec parcimonie. Vous n'êtes pas obligé d'aller en forêt, vous pouvez très bien aussi ramasser des feuilles dans votre jardin. Lorsque vous allez faire vos prélèvements, c'est quand même
identifier les feuilles, c'est-à-dire de quel arbre elles proviennent. Ces feuilles vont aussi libérer des tanins. Mais si ces feuilles proviennent d'arbres toxiques pour vos poissons, il est important de le savoir. Comment identifier les feuilles que vous allez ramasser? Eh bien, c'est très simple. La modernité nous apporte son lot de facilité. On a tous un smartphone avec nous ou une tablette. Eh bien, je vais vous conseiller d'installer une application, du moins 2 applications complémentaires qui vont vous permettre de reconnaître les feuilles des arbres que vous allez ramasser, mais également les arbres que vous allez pouvoir observer si vous souhaitez récupérer du branchage, par exemple. Première application, qui est une application française, qui a été créée par l'Office national des forêts. Donc je tiens à remercier l'Office national des forêts pour cette aide précieuse, parce que c'est important de connaître aussi la nature. C'est bien d'avoir un bac naturel et d'apprendre, mais c'est aussi bien de se rendre dans la nature et d'apprendre également. Et c'est aussi le rôle de l'Office national des forêts. Petite parenthèse, il y a quelque chose de très sympa à faire avec vos enfants lorsque vous souhaitez vous balader en forêt. Et on approche de cette période d'ailleurs, c'est d'aller découvrir le brame du cerf en forêt. Pour ça, sachez que vous pouvez aller auprès de l'Office national des forêts pour demander quand est-ce qu'ils organisent des petites randos entre guillemets pour découvrir le brame du cerf. C'est quelque chose de très impressionnant et c'est quelque chose de très sympa à faire en famille. Petite parenthèse. Donc merci pour l'Office national des forêts pour l'application Clé des forêts, puisque cette application va vous permettre de vous renseigner, de vous documenter, d'apprendre sur tout ce qui se passe en forêt. Ça peut être des traces d'animaux au sol, des connaissances sur les arbres et sur les feuillages. Donc vous pouvez, et je vous recommande d'installer cette application qui est très sympa lorsqu'on se promène en forêt. Deuxième application, qui n'est pas française pour le coup, il s'agit de PlanteNet. Alors PlanteNet, ça marche aussi bien pour les fleurs que vous pouvez avoir dans vos jardins ou même chez vous, si on vous a donné une bouture pour mettre dans un pot, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Eh bien, avec cette application, tout comme Clé des forêts, vous photographiez ce que vous souhaitez identifier et PlanteNet vous dit ce dont il est. J'ai testé moi les 2 applications. PlanteNet est effectivement très très bien en ce qui concerne les feuilles, par exemple. Avec ces 2 applications, il ne sera pas vraiment possible pour vous de vous tromper. À coup sûr, vous allez savoir connaître l'origine d'une feuille ou d'un branchage. Alors je voudrais qu'on puisse parler un petit peu de la feuille de catapa, puisque c'est une feuille qui est très répandue dans le commerce. Effectivement, la feuille de catapa a la propriété de favoriser ce qu'on appelle la blackwater, c'est-à-dire l'eau noire. Elle va diffuser effectivement beaucoup de tanins et colorer votre eau de manière très ambrée. Alors, je voulais parler de la feuille de catapa puisque c'est important qu'on en parle. Tout d'abord, sachez que c'est une feuille qui n'est pas locale, qui ne vient pas d'Europe, qui ne vient pas de France. C'est une feuille qui est issue du Terminalia catapa, c'est-à-dire le badamier, qui est un amandier des Indes. On importe, on fait venir ces feuilles en France. Il faut savoir qu'elles contiennent des diterpènes, des triterpènes, des flavonoïdes, des composés phénoliques et qui permettent de soigner vos poissons et invertébrés de manière naturelle. Ces composants agissent aussi de manière préventive puisqu'ils protégeront vos poissons de mauvaises bactéries, de virus, de germes. Alors on parle aussi de danger par rapport à ça. Alors les études ne sont pas faites, rien ne le prouve. Moi, pour ma part, je n'ai remarqué aucun problème de ce type-là. On parle de problèmes de fécondité, des êtres vivants qui seraient très régulièrement à très forte dose en contact avec la feuille de catapa. Rien n'est prouvé, personnellement, je n'ai pas ce problème-là. J'en mets régulièrement. Il est vrai toutefois que je préfère, et c'est aussi ce que je vous conseille, pour des raisons écologiques et économiques, de vous orienter sur des solutions locales qui vous apporteront des bienfaits similaires d'ailleurs. On trouvera les feuilles de chêne que j'utilise énormément, des feuilles de néflier, de hêtre, d'aulne. On peut utiliser le fruit d'aulne. Je ne suis pas convaincu par l'efficacité du fruit d'aulne. J'ai plus confiance au bois et aux feuilles des arbres que je suis en train de vous citer plutôt qu'aux fruits d'aulne. Les feuilles de charme et aussi de châtaignier. Concernant le chêne, c'est important qu'on en parle aussi. Il m'est arrivé accidentellement, lorsque je mettais une grosse poignée de feuilles mortes ramassées en forêt dans mon bac, d'y mettre 1 ou 2 glands. Alors j'ai entendu parler, et là encore c'est pas prouvé, et il faudrait qu'on puisse faire des recherches suffisantes. Paraît-il qu'il ne serait pas sain de mettre des glands dans l'eau. Ça m'est arrivé accidentellement, je n'ai pas mesuré de problème. Les escargots s'en nourrissent, il libère lui-même des tanins. Je ne vous encouragerai pas forcément à en mettre, mais sachez que si accidentellement vous en mettez, vous ne risquez pas grand-chose. Alors, on va aborder quand même un point très important, et merci la nature, puisque vous allez avoir un médicament et finalement un protecteur, un agent protecteur pour vos êtres vivants. Je veux parler des tanins. Donc, les tanins ont des propriétés très utiles pour vos poissons et vos invertébrés. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'eau, les tanins
acidifient l'eau en faisant baisser le pH, mais ils ont également un effet antibactérien et fongicide. C'est-à-dire qu'ils luttent contre les germes, les bactéries dangereuses présentes peut-être dans votre aquarium. Alors je pense beaucoup notamment aux poissons qu'on achète dans le commerce, poissons invertébrés, hein. Tous ces êtres vivants ont été gavés d'antibiotiques justement pour lutter contre les maladies, ce qui les rend complètement sensibles au moindre germe. C'est pour ça qu'on a une mortalité assez forte concernant donc ces êtres vivants qu'on achète dans le commerce, puisque le moindre germe, ça y est, on se retrouve avec des maladies et une mortalité de poissons et d'invertébrés. Là, on va remettre vos êtres vivants dans un milieu naturel, avec un médicament naturel, et puis ils vont renforcer leur défense immunitaire de manière saine. Les tanins luttent considérablement contre les bactéries et contre les champignons. Voilà. Les tanins favorisent aussi la mue de vos crustacés, je pense à vos crevettes ou vos crabes. Autre point très important aussi, autre rôle très important que jouent les tanins, ils lient les métaux lourds et toxiques dans l'eau et les rendent inoffensifs. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'utilise pas de produits chimiques, donc les métaux lourds, on n'est pas vraiment concernés. Tout dépend. Si vous n'avez pas la chance d'être proche de la nature et que vous habitez en ville, il est fortement probable que vous ayez utilisé l'eau du robinet, même si vous l'avez laissé décanter, c'est-à-dire reposer au moins 24 heures pour libérer le chlore, votre eau de conduite va quand même contenir des métaux lourds. Effectivement, dans l'eau de conduite, il y a des métaux lourds. Eh bien, sachez qu'avec les tanins, ces métaux lourds seront liés et inoffensifs pour vos êtres vivants. Ça fait partie des propriétés justement des tanins. Sachez que durant le traitement d'eau à destination de la consommation, aujourd'hui, on traite les eaux de plus en plus de manière naturelle. Et figurez-vous que dans cette industrie-là, on utilise des tanins. Il y a un point qui peut être plus ou moins positif, c'est que le tanin va colorer votre eau. Effectivement, vous allez obtenir une eau plutôt ambrée, c'est-à-dire avec des nuances de vert, de jaune, peut-être marron aussi. Je parle bien léger, hein, ça va pas être une coloration très très forte non plus. Sauf si c'est vraiment ce que vous recherchez et que vous mettez une dose considérable de tanin dans votre aquarium. On entend souvent parler en aquariophilie d'eau noire, parce qu'effectivement, si on veut correspondre à un biotope bien particulier, on va créer une eau noire. Eh bien là, sachez que ça va être une eau énormément bourrée en tanin, de manière à noircir un petit peu l'eau. Mais malgré tout, ça reste superbe. Je vous invite quand même à regarder ça sur Internet, puisque ça n'est pas inesthétique, au contraire. C'est plutôt assez classe, c'est plutôt assez joli. Sachez aussi que cette coloration d'eau, obtenue par les tanins, va faire ressortir les couleurs de vos poissons et de vos invertébrés, et même de vos plantes. Donc je trouve que c'est plutôt un avantage que d'avoir des tanins. Et effectivement, on ne peut pas parler d'aquariophilie naturelle si on n'utilise pas de tanin. Alors nous allons maintenant passer aux roches et aux pierres. Donc ce sont des éléments très importants, éléments qui ont aussi des propriétés importantes pour l'équilibre de notre eau et de notre bac. Les roches et les pierres sont très utiles parce que les poissons et les invertébrés apprécient de pouvoir s'y cacher aussi, c'est important de le dire. Et comme je vous le disais, les pierres ont des propriétés nécessaires à notre eau. Alors on va commencer par la pierre la plus connue et la plus redoutée visiblement en aquariophilie. Je veux parler des roches calcaires. Les roches calcaires, ce sont des roches sédimentaires de couleur blanche, très communes, hein, on en trouve partout. Blanches, grises, rosées, plus ou moins claires, qui vont durcir votre eau. Et elles vont libérer du carbonate de calcium, mais aussi du carbonate de magnésium, et ce sont ces agents qui vont durcir votre eau, qui vont faire monter votre GH. Comment reconnaître une pierre calcaire? C'est très simple. Vous y mettez une goutte, ou alors vous les faites baigner dans de l'acide chlorhydrique, ou vous mettez aussi du vinaigre blanc à la place, ça sera certainement mieux que l'acide chlorhydrique. Et si vous constatez que ça mousse, bien c'est simple, c'est que c'est une pierre qui est calcaire ou qui contient du calcaire. Parce qu'il peut y avoir des filons de calcaire dans certaines pierres, donc attention, je vous conseille de bien tester vos pierres quand même, parce que vous allez voir que on va mesurer un petit peu la contenance de chaque pierre pour pas que vous ayez de déséquilibre dans votre bac. Ensuite, on va parler des roches granites. Alors le granit, on le trouve donc dans les Alpes, dans le Massif central, en Bretagne, dans les Vosges, on en trouve un petit peu partout. Les granites, ce sont des roches qu'on appelle des roches plutoniques, donc qui se sont formées par refroidissement lent du magma. Alors quelle est la composition chimique du granit? En moyenne, on a à peu près 74% de silice, 14% d'alumine,
9,5% d'alcalin et 2% de fer, de manganèse, de magnésium et de calcium. Très peu de fer, très peu de manganèse, très peu de magnésium et de calcium. Ensuite, nous avons les schistes, plus communément connus par l'ardoise. L'ardoise fait partie des schistes, mais la plus connue, ça reste l'ardoise. Donc on en trouve là encore dans les Alpes, en Bretagne, dans le Massif central, dans les Pyrénées. Ce sont des roches qu'on appelle métamorphiques, et elles ont un aspect feuilleté. On voit bien qu'il y a des strates qui se sont formées. Elles peuvent être de couleur noire, grise, rouge ou verte. Et il n'est pas rare que certaines rouillent facilement à cause de la présence de fer, là encore, à l'intérieur. On en trouve aussi en Haute-Savoie, dans le Massif central, comme je l'ai dit, en Bretagne, dans les Pyrénées, mais on en trouve aussi dans les Hauts-de-France. Voilà, je tenais à en parler. La composition des schistes ou de l'ardoise, on trouvera 50% de silice, 30% d'alumine, 8% d'oxyde de fer, 2% de magnésie, 3% de potasse, et puis un petit peu de soude à 1% et quelques. Nous avons aussi les pierres de lave. Alors, les pierres de lave, tout le monde les connaît au final, ce sont des pierres poreuses rouges, brunes, noires et qui sont très légères, qu'on appelle aussi pouzzolane ou manado. Donc elles sont connues pour être d'excellents supports bactériens. Effectivement, je vous encourage à en avoir dans votre bac. Donc, ce sont des roches magmatiques qui proviennent d'éruptions volcaniques. On en trouve donc dans le Massif central et dans toutes les régions volcaniques de France. Alors, elles sont principalement composées de silicates, c'est-à-dire du silicium et de l'oxygène. Le quartz. Alors le quartz, c'est une roche connue sous forme de cristaux, qui sont quand même en général de grande taille, de couleur blanche, rose, grise fumée, transparente. Le quartz est essentiellement composé de silicium et d'oxygène. Attention quand même, dès qu'on parle de silice, ce sont en général des pierres qui peuvent être très coupantes, donc attention à vos animaux. Ils pourraient se couper avec, donc veillez bien à ce que les angles de ces pierres ne soient pas coupants. Alors, on va rester dans le silicium, dans la silice, le plus connu étant le silex. Donc c'est une roche sédimentaire silicieuse, très dure, tranchante et coupante. On s'en est servi à l'époque de la préhistoire pour faire le bout des flèches qu'on pouvait envoyer sur les animaux pour chasser. Donc bien évidemment, elle est composée de silice et donc de silicium. Petite parenthèse sur le silicium, puisque c'est important dans l'aquariophilie, même dans les bassins de jardin en général. C'est important parce que le silicium est un nutriment des algues diatomées, de quelques plantes aquatiques et des plantes notamment que nous avons en aquariophilie, et des éponges silicées, ainsi que de nombreux autres invertébrés. Effectivement, certains autres invertébrés, notamment certaines crevettes, ont besoin, pour leurs propriétés défensives, pour leur carapace, n'oublions pas que les invertébrés ont le squelette à l'extérieur de leur corps, et donc le silicium est un nutriment important parce que les invertébrés vont absorber ce silicium. Donc il est important d'en avoir. Attention tout de même au taux. En général, on préconise un taux de 2 mg par litre maximum. En fait, si on a à peu près 1 kg de silicium dans 200 litres d'eau, on est bien au niveau des proportions. Alors le grès, c'est une roche sédimentaire friable, poreuse et perméable, principalement composée de grains de quartz avec des couleurs variées, donc rouge, ocre, rose, vert, gris, blanc, jaune, marron, violet, doré, parfois même argenté. On en trouve dans le Massif central, on en trouve en Bretagne, on en trouve dans le Pays basque et aussi en Île-de-France. Le grès principalement est souvent de couleur rouge qui est dû donc à l'oxyde de fer qu'il contient. Alors en effet, il est composé d'argile, de sable, de feldspath, de mica, mais aussi de fer. Alors le fer n'est pas nocif pour nos invertébrés à petite dose bien sûr. Toutes les choses dont je vous parle, tous les composants, tous les minéraux, des pierres dont je vous parle sont à utiliser justement en petite dose bien évidemment. Alors comme je le disais, le fer n'est pas nocif, il ne sera pas forcément absorbé par vos plantes, du moins pas de cette manière, puisque pour que le fer soit absorbé par les plantes, et je ferai justement un épisode consacré aux minéraux que les plantes absorbent, ce fer-là ne peut pas être absorbé directement par les plantes puisqu'il va devoir y avoir une chimie qui va se créer et j'en parlerai plus en détail dans un autre document. Ensuite, nous avons le jaspe. Alors, jaspe rouge, jaune, orange, vert, là encore il y en existe de plusieurs couleurs. Il y a un grand nombre de jaspes évidemment, c'est une roche sédimentaire qui contient 80 à 95% de silice. Alors attention parce que on aime la couleur des pierres, on aime aussi ce qu'elles apportent, mais on va faire très attention quand même à ce qu'elles contiennent. Quand je vous parle de pourcentage, c'est à prendre en compte parce que trop de silice dans un aquarium, c'est pas bon. Là encore, on risque à taux assez fort d'intoxiquer nos animaux.
Donc, comme je le disais, il contient de la silice, du dioxyde de silicium et du fer. On trouve du jaspe assez souvent en Bretagne notamment. Ensuite, nous avons la roche de Zébra, donc qui contient un pH neutre. Quand on parle de pH neutre, on veut parler d'un pH de 6,5 à 7, qui est très légèrement calcaire. Il contient du dioxyde de silicium de couleur, généralement, cette pierre est de couleur grise et blanche. D'où son appellation zébrée, donc zébra. Voilà en général les pierres que l'on utilise en aquariophilie. Il faut quand même savoir que pour un aquarium équilibré, il vous faudra quand même un petit peu de tout. Comme je le disais, pas pour alimenter vos plantes, pas réellement. Pour créer par contre un équilibre au niveau de votre eau. Donc le calcaire et la silice sont à utiliser avec modération, mais il en faut. Voyez, je vous recommande de ne pas introduire de pierre ou de roche calcaire parce qu'il y a une autre méthode qui sera plus sûre, ce qui vous permettra d'avoir quand même un pH presque neutre, pas acide, pas dur. On va rester dans le 6,5 à 7 et je vais vous donner cette méthode tout de suite. Vous allez simplement introduire dans votre bac une coquille d'huître que vous dissimulerez dans vos plantes. Pourquoi je vous parle d'utiliser une coquille d'huître? Bien, tout simplement, et je fais un rappel à la loi, encore une fois, il est interdit en France de prélever des pierres, des roches et des coquillages. Faut le savoir, vous risquez une amende. Bien sûr, tout est à l'appréciation des forces de l'ordre, étant donné que je ne veux pas non plus vous inciter à récupérer tout ça dans la nature et dans l'illégalité pour en ce qui concerne le calcaire, eh bien, fête de fin d'année oblige, ou si vous habitez au bord de la mer et que vous êtes un consommateur de coquillages, vous mettez un coquillage et notamment une coquille d'huître dans votre bac, et ça suffira largement pour équilibrer un petit peu les choses. Puisque, je vous rappelle, ce rapport est important puisqu'on va avoir en aquariophilie naturelle une eau à tendance acide, voire même très acide, puisque on va utiliser du bois, on va utiliser des feuilles mortes, et les tanins libérés par ce bois et ces feuilles mortes vont considérablement baisser votre pH, c'est-à-dire vont acidifier votre eau. Donc pour créer un équilibre, il est important pour nous d'y ajouter un petit peu de calcaire. Et dans la proportion, une coquille d'huître, c'est parfait. Petite coquille d'huître pour petit bac et grande coquille d'huître pour grand bac, bien sûr. Sachez que, voilà, j'en termine là en ce qui concerne les pierres. Sachez que je reparlerai de ce que doit contenir votre eau pour un bon équilibre, ce qui vous évitera de faire le loyo comme en aquariophilie dite classique, puisque très souvent, le problème de l'aquariophilie classique, c'est de chercher perpétuellement l'équilibre d'un bac. Alors nous, on va le chercher au départ, évidemment, mais on ne le cherchera plus après, puisque, je le rappelle, nous n'allons pas mettre de produits chimiques, nous n'allons mettre aucun produit, nous ne ferons pas non plus de changement d'eau. Nous avons donc des pierres qui vont apporter eh bien, certains minéraux et notamment du calcaire en très faible dose. Donc il n'y aura pas besoin d'en ajouter parce que régulièrement votre pierre ou votre coquille fera le nécessaire pour vous apporter un petit peu de dureté, largement suffisante sur plusieurs années. Vous allez me dire quand est-ce que je saurai que ma coquille ne libère plus de calcaire? Eh bien lorsque votre coquille sera complètement dissoute et que vous ne la retrouverez plus dans votre bac, eh bien c'est à ce moment-là que vous pourrez en mettre une autre. Ça ne servira à rien d'en rajouter. Par contre nous on va perpétuellement, comme je vous le disais, mettre des feuilles, puisque deux utilités, je le rappelle, les tanins pour la protection de vos animaux, mais aussi pour notre microfaune. C'est important qu'on enrichisse régulièrement en tanins et en microfaune. Autre point important, passons maintenant aux plantes. Alors, je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, j'avais dit que je vous proposerai, que je parlerai des plantes les plus souvent utilisées en aquariophilie naturelle, mais comme je vous l'avais dit, il s'agit aussi des mêmes plantes qu'on utilise en aquariophilie classique. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Aquaportail qui est une merveilleuse source d'informations. On a vraiment des informations autant sur les plantes, sur les pierres, sur l'eau, sur la chimie de l'eau, absolument sur tout ce qui est nécessaire de connaître lorsqu'on s'intéresse à l'aquariophilie. Donc merci à Aquaportail et à l'équipe d'Aquaportail dont je suis membre. Je soutiens effectivement Aquaportail. Alors, on va d'abord commencer par parler d'une des plantes les plus connues et certainement la plus connue. Je veux parler de l'Anubias barteri. C'est une plante qui est très facile à faire pousser. Elle ne demande rien, elle ne demande pas de substrat spécifique parce que tout d'abord, sachez que c'est une plante qu'on ne plante pas. Elle sera fixée entre des pierres, entre des bois, sur une souche, mais à ne surtout pas planter. Les rhizomes, c'est-à-dire les racines, le bulbe entre guillemets, ne se plantent pas. J'insiste là-dessus, sinon vous allez voir mourir votre Anubia. La croissance, pour ma part, dans mon bac, je trouve que l'Anubia pousse vraiment très bien et on dit que c'est une plante à croissance lente. Je dirais effectivement, comme le dit Aquaportail,
portail sur sa fiche, elle est plutôt modérée. Moi, je trouve qu'elle est même assez rapide. J'ai été quand même assez bluffé. Elle nécessite pas un grand volume d'eau non plus, comme vous pouvez le constater. Et c'est une plante quand même qui peut prendre une taille assez imposante, hein. Alors, elle est très facile à couper et à disperser. Vous pouvez en couper un morceau. On sépare les rhizomes. Ne coupez pas les rhizomes, c'est évident. Mais je pense que je ferai un chapitre sur le repiquage de toute manière. Donc, sachez qu'on peut la diviser. Elle poussera très facilement. C'est pareil, elle ne nécessite pas un pH très haut, entre 5 et 7. Je pourrais même aller jusqu'à 10 parce que j'en ai déjà eu avec un pH un petit peu plus supérieur à ce qui est donné. Mais bon, pareil pour le GH, on dit 1 à 5. J'ai déjà eu du GH supérieur à 8. Pour être très précis, il était même à 10 également. C'est aussi possible. L'Anubias, c'est quand même assez costaud, il faut quand même le dire. Et regardez, au niveau des températures, on est là encore sur quelque chose de très large. On parle de 16 à 30 degrés. Voilà donc pour l'Anubias. C'est quelque chose de très facile à trouver, c'est une plante africaine très courante. Je vous recommande vivement de prendre de l'Anubias, puisque, encore une fois, le mariage détonnant en aquariophilie naturelle, c'est de mélanger plante à croissance lente avec plante à croissance rapide. Parlons maintenant de la mousse de Java. Alors voilà un exemple de plante à croissance rapide. La mousse de Java vient de Singapour, notamment de Malaisie, donc en Asie. On la trouve très couramment, vous pouvez la trouver dans tous les magasins d'aquariophilie, en animalerie, partout. Elle est très facile à faire pousser. Alors c'est une plante qui n'a pas de racines. Ne cherchez pas à la planter. La partie qui sera plantée va se décomposer, donc ça ne sert à rien. Non, c'est quelque chose qui se colle ou qui se fixe, encore une fois. On peut dire qu'elle pousse un peu à la manière d'une algue, c'est-à-dire qu'elle n'a rien pour se fixer. Elle va s'entortiller autour d'une branche, d'une racine, et puis elle va évoluer en fonction de la lumière. Elle va aller chercher la lumière. Donc là encore, c'est une plante très facile à faire pousser. Attention par contre, parce que comme je le disais, la croissance est rapide, et même je dirais très rapide. C'est une excellente pompe à nitrate. Je recommande d'avoir de la mousse de Java, notamment si vous avez des crevettes ou des petits invertébrés, voire même des guppies ou des poissons qui font de petits alevins. Ils vont aimer se cacher dans la mousse de Java. Et puis, il faut avouer que sur une racine, ça a quand même un bel effet. Donc, très peu d'exigences au niveau du pH et du GH. Vous pouvez y aller sans problème. On va parler maintenant de la Microsorghum pteropus. Alors, c'est une plante que j'ai également, qui pousse assez facilement, là encore, mais c'est une plante à croissance lente, donc elle est quand même nécessaire. Il s'agit d'un type de plante qui ne se plante pas là non plus, c'est-à-dire que ne cherchez pas à la mettre dans le sol, là encore vous allez pouvoir la fixer entre des pierres, vous allez pouvoir la fixer entre des branches ou dans une racine, mais ne la plantez pas non plus. C'est une plante, là encore, qui est facile à faire pousser. C'est une plante qui peut quand même être assez volumineuse avec le temps. Même chose, là, très peu d'exigences, les mêmes exigences que la mousse de Java d'ailleurs. Donc c'est une plante aussi que je vous recommande à faire pousser dans vos bacs. Autre plante que j'ai aussi dans mon bac 280 litres, il s'agit de la Limnophila sessiliflora. C'est une plante à croissance modérée. Moi, je trouve qu'elle pousse assez rapidement. Je suis obligé de la repiquer assez souvent. Alors, on dit qu'elle est compliquée. Moi, je ne trouve pas. J'ai trouvé qu'elle était très facile. Elle demande par contre un éclairage assez intense. Les plantes dont j'ai parlé auparavant ne nécessitent pas un éclairage vraiment très fort. Contrairement à la Limnophila, elle va avoir besoin d'un éclairage assez intense quand même. Elle n'est pas très exigeante en ce qui concerne le pH et le GH, mais assurez-vous quand même d'avoir une bonne lumière, c'est important pour qu'elle puisse pousser. Et puis je trouve que c'est une plante qui est quand même assez jolie à regarder. Elle a un vert très pétant, très flashant je trouve, et ça donne justement du charme à un aquarium de la voir. Cette plante aussi qui vient d'Asie et notamment du Japon, je la trouve magnifique. Autre plante aussi très réputée et très répandue dans l'aquariophilie, c'est l'Hygrophila pinnatifida. C'est une plante que je trouve effectivement compliquée à faire pousser. J'ai eu quelques problèmes avec certaines et donc je suis passé à autre chose. Elle est toutefois difficile à trouver. Donc oui, elle est compliquée, elle se plaît un peu partout. Je dirais qu'elle a quand même besoin quand même de bonne lumière, d'un éclairage quand même très intense pour pouvoir pousser, mais pas seulement. C'est une plante qui paraît comme ça, pas très exigeante au niveau du pH et du GH, mais je pense que c'est une plante qui peut avoir besoin de CO2. Et c'est une plante qui, à mon avis, sans CO2 ou sans engrais, va peut-être avoir du mal à pousser si elle est en concurrence avec d'autres plantes. Je parlerai de ça notamment parce que vous allez voir qu'il y a des plantes qui se font, entre guillemets, la guerre pour coexister. Il y a des plantes qui ne vont pas apprécier pousser
l'une à côté de l'autre. Est-ce que c'est ce qu'il s'est passé avec mes hygrophila précédentes? Je n'en sais rien. En tous les cas, elles ne sont pas restées. Je parlerai justement de cette osmose entre les plantes. J'appelle ça comme ça, mais ça porte un nom, mais je ferai une vidéo spécifique concernant ce problème. Nous allons parler donc de Legeria dansa. Alors Legeria dansa, c'est une plante qu'on trouve très facilement. C'est une plante flottante. C'est une plante à pousse rapide, et je dirais même très rapide quand même, pour ma part. Aquaportail dit que c'est une plante à croissance lente. Moi, je ne trouve pas. C'est une plante qui peut même être assez envahissante, donc attention tout de même. Mais c'est une plante qui est quand même assez jolie à regarder et qui a sa place dans nos bacs. Ça n'est pas gênant et ça permet en même temps de les voir. Organiser les plantes de manière quand même à ce qu'elles ne se gênent pas par rapport à la nourriture principale qui est pour elles la lumière. J'ai dans mon bac une Echinodorus blaieri qui est assez imposante et je m'en suis servi justement pour bloquer mes plantes flottantes que j'ai mises derrière. L'Echinodorus blaieri, c'est une plante qui est assez facile à faire pousser. On peut l'enterrer, hein, je l'ai fait et il n'y a pas de problème avec ça. C'est une plante qui parfois, donc vous allez voir les feuilles un petit peu dépérir, ne soyez pas inquiets, c'est normal. Il faut aussi qu'elle se refasse, qu'elle s'habitue à l'éclairage de votre bac et à l'eau et à son environnement. Donc elle est facile à faire pousser. Certains poissons l'aiment bien, notamment les ancistrus. Attention toutefois parce que c'est une plante qui va mériter un bac d'un assez grand volume. Aquaportail parle de 200 litres. On peut y aller sur un peu moins, hein. 150 litres ça peut être bien, mais c'est vrai que ça demande quand même de l'espace. Elle n'est pas très exigeante non plus en ce qui concerne le pH. Le GH, elle n'aime pas avoir un GH très fort. Ça, il faudra faire attention tout de même. Et puis quant aux températures, il n'y a aucun problème pour ça, entre 10 et 30 degrés. Donc on atteint rarement en eau douce les 30 degrés, sauf en été. Et je vous donnerai aussi des conseils pour faire baisser la température de votre eau pendant les saisons estivales. Donc c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, qu'on trouve très couramment dans les magasins d'aquariophilie ou dans les animaleries. C'est une plante à pousse rapide. Alors, c'est ce que dit Aquaportail. Pour ma part, je ne la trouve pas si rapide que ça. J'ai mes Anubias qui poussent aussi rapidement que mon Echinodorus, par exemple. Pourtant, au niveau du substrat, il y a ce qu'il faut pour qu'elle pousse bien. L'éclairage, mon éclairage est assez fort puisque je suis en 7700K et de qualité notamment. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec Aquaportail sur cette question. Je dirais plutôt que s'il s'agit d'une plante à croissance modérée, voire lente. Je la mettrai au même rang que l'Anubias. Mais c'est une plante qui est très jolie à regarder, qui s'impose quand même parce qu'effectivement elle a un gabarit assez imposant. Passons maintenant à celle que j'aime beaucoup et il en existe de plein de sortes, c'est la Cryptocoryne Becketi. La cryptocoryne, c'est une plante que vous pouvez aussi enterrer. Attention, pas trop profond non plus. Veillez bien à ce que le haut du rhizome soit en surface tout de même. Mais c'est une plante qui va pousser assez bien et modérément, effectivement. C'est une plante qui vient donc du Sri Lanka, donc qui est originaire d'Asie. Elle est assez facile, effectivement. Elle ne demande pas de nutriments particuliers. Elle ne demande pas un éclairage très fort non plus. Donc voilà, c'est une plante qui est très facile à faire pousser dans nos bacs. Alors on va parler d'un incontournable. Si on veut parler d'une plante incontournable en matière de plantes flottantes, puisque là encore, pas de racines, ne plantez surtout pas la Ceratophyllum demersum, surtout pas, ça ne marchera pas. Vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Elle se plaît vraiment en flottaison. C'est une plante, je ne serais pas non plus d'accord avec Aquaportail, qui la classe dans une plante à croissance modérée. Je dirais que c'est une plante à croissance rapide, même très rapide, et elle peut devenir très envahissante aussi. Moi, je l'ai placée, donc je l'ai mélangée avec mon Egeria demersum. Elle est mélangée avec elle, puisqu'elle cohabite très bien avec elle. Elle est en arrière-plan, en flottaison, et elle ne cesse de croître en même temps que l'Egeria. Donc c'est très important d'avoir de la Ceratophyllum demersum dans nos bacs pour ses propriétés absorbantes en nitrate notamment. Très bonne plante, très facile à faire pousser, qui n'a pas d'exigence non plus comme vous pouvez le voir en matière de pH et de GH, et encore moins en ce qui concerne la température. Un éclairage normal, comme les Geria, hein, elles ont les mêmes exigences de toute façon toutes les deux. C'est pour ça qu'elles cohabitent très bien ensemble. On va parler maintenant de la Bucephalandra. Alors la Bucephalandra, elle a ses feuilles un petit peu dentelées. C'est une plante qui ne va pas apprécier que vous l'enterriez. Là encore une fois, c'est une plante qu'on va pouvoir fixer entre des pierres, qu'on va pouvoir fixer entre des branches ou dans des racines. C'est une plante plutôt, je dirais effectivement, comme le dit Aquaportail là-dessus, une plante à croissance lente. Elle ne mérite pas un éclairage très fort. Elle n'a pas
d'exigence véritable non plus, hein. Bon, on dit que c'est une plante qui est compliquée. Elle n'est pas si compliquée que ça si vous l'exposez à la lumière et si vous ne la plantez pas, j'insiste dessus. Ne la mettez pas par contre à proximité d'autres plantes. Je pense que c'est peut-être pour ça que certains, et notamment Aquaportail, parlent de complications. C'est peut-être une plante qui va avoir du mal justement à se servir en nutriments si elle se situe à côté d'autres plantes. Donc c'est une plante qui sera plutôt à isoler dans un coin où elle sera seule, et là vous pourrez la voir croître. Donc, mais c'est une plante qui est très jolie sur du bois ou dans des pierres. Je trouve que c'est une plante qui a vraiment sa place dans nos bacs. Autre plante aussi que j'ai justement dans mon bac, il s'agit de la Bacopa caroliniana. C'est une plante qu'on trouve assez fréquemment dans les magasins. Elle est facile à maintenir, hein. Elle demande quand même, effectivement, elle demande toutefois un éclairage assez intense si vous voulez la voir bien pousser. C'est pas une plante qui va pousser très rapidement, c'est une plante à croissance modérée, je dirais pas lente, parce que si elle est suffisamment éclairée et si les nutriments dans votre bac sont suffisants, vous verrez que c'est une plante qui va quand même pousser assez bien. Donc je ne la mettrai pas dans la croissance lente, mais dans les croissances modérées. Alors elle ne mérite pas un volume très important et elle n'est pas non plus très exigeante en ce qui concerne le pH, le GH et les températures. C'est une plante facile qui nous vient d'Amérique du Nord et que vous pourrez trouver. Pour ma part, je l'ai placée au fond de mon bac. Hein, c'est une plante que je considère d'arrière-plan et puis je l'ai mise au fond à gauche de mon bac et visiblement elle s'y plaît bien. Donc voilà pour les plantes communes en aquariophilie et donc celles qu'on utilisera assez souvent en aquariophilie naturelle parce qu'elles ne sont pas, comme vous pouvez le voir dans l'ensemble, elles ne sont pas très exigeantes et puis ce sont quand même des plantes qui sont assez belles à regarder. J'étais ravi de pouvoir vous parler de ces plantes-là. Bien évidemment, vous êtes libre de mettre d'autres types de plantes si vous en trouvez. Faites vos propres expériences. Moi, je vous donne des clés, je vous donne aussi des conseils, mais vous êtes libre aussi de faire vos propres expériences. Si vous constatez par contre qu'une plante ne se plaît pas ou qu'elle commence à dépérir grandement, attention au dépérissage. Ne prenez pas une ou deux feuilles qui jaunissent pour du dépérissement. Comme je vous l'ai dit, une plante va avoir aussi un cycle. Elle peut décider de faire mourir une feuille pour en faire pousser une autre à un autre endroit, ou peut-être au même endroit, mais selon sa guise en fait. C'est elle qui va s'adapter au milieu que vous lui proposez. Il n'y a pas moyen de s'alarmer s'il s'agit de quelques feuilles. Par contre, si vous constatez qu'il s'agit d'un dépérissement général, c'est-à-dire que ça touche toutes les feuilles. Là, effectivement, il va peut-être falloir vous inquiéter et songer soit à la changer de place ou à l'enlever parce que de toute façon, elle finira par mourir. Alors, en aquariophilie naturelle, je vous l'ai dit, on n'enlève rien. Attention tout de même, s'il s'agit d'une plante. Attention s'il s'agit d'un gros volume de plantes. Elle va dépérir, elle va se décomposer. S'il y a décomposition, assurez-vous que vous ayez assez de plantes derrière pour absorber tous les déchets qu'elle va générer, cette plante mourante. Ça, c'est important. Si vous ne voulez pas que votre bac court à la catastrophe, il y a un certain équilibre à avoir. C'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'on laissait mourir les êtres vivants à l'intérieur, mais quand même à condition à ce qu'on ait du tampon derrière. Ce que j'appelle du tampon, c'est des capacités d'absorption, et c'est-à-dire des plantes. Donc si votre aquarium est peu planté et que vous avez une grosse plante qui est en train de dépérir, enlevez-la. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bac Naturel.